structure qui permet de se déplacer, ni comme non possible pour une variable. Et normalement, on ne peut pas l'utiliser comme variable parce que c'est une structure. Généralement, c'est ça les mots-clés, les mots réservés. Et là, il n'est aucun des deux. Théoriquement, d'un point de vue syntaxique, rien ne nous empêcherait d'appeler une variable goto ou une fonction. Et théoriquement, il n'y aurait pas d'interdit. Mais uniquement pour des raisons historiques, on ne peut pas. Ça fait partie des mots qui sont interdits. Oui. Juste le compilateur, donc c'est pas les hommes, c'est ça? Non, le compilateur, c'est un programme qui traduit un code source en langage machine. C'est tout simple. Et une fois que le code source est traduit en langage machine, il peut être exécuté. Troisième exemple de sensibilité à l'histoire, donc ça c'est une chose dont Jean a parlé tout à l'heure, c'est l'exaltation, c'est-à-dire la réactivation de signes. Alors pour ça, il faut qu'il y ait des signes qui un temps aient eu une signification, qui ensuite soient devenus obsolètes. Mais pendant qu'ils étaient obsolètes, le fait qu'ils soient obsolètes, qu'il n'y ait plus de signification, les a rendus disponibles. Et si plus tard, il se trouve qu'on a une signification, mais qu'on n'a plus de signes à disposition, on peut les réutiliser. Puisqu'ils ont été vidés de sens, on peut leur donner un nouveau sens. Il n'y aura pas de conflit possible. Et alors, j'en parlais tout à l'heure, pour le grec, il y avait certaines consonnes phéniciennes qui étaient inutiles, parce que ça correspondait à des sons qui n'existaient pas en grec. Donc c'est la barre, la sorte de tour Eiffel, le rond, cette chose-là. Et alors, ça ne servait à rien pour le grec, donc d'abord on les a abolis, puis ensuite on s'est dit, ce serait bien d'avoir des signes pour noter les voyelles. Bon, on n'a qu'à utiliser ces choses-là. Donc l'alpha, le iota, l'omicron, oméga, upsilon. Et donc on a réutilisé des lettres qui étaient disponibles et qui avaient été rendues disponibles parce qu'elles étaient obsolètes. Donc il y a une réutilisation de signes qui étaient devenus inertes. Oui. Baptiste, oui. Si puisque tu en parles, quand tu dis ce serait bien de, dans le cas du grec, comme tu sais, la négation se dit par A, comme tu vois. Donc si tu as besoin d'écrire ta négation, ce qui est utile dans une langue quand même, dans le cas du grec, ça pose un problème. C'est que le A n'a pas d'existence graphique. Donc à ce moment-là, on a introduit les voyelles. Voilà. Donc cette utilité, elle est très très utile. Oui. Alors il y a un exemple d'exaltation pour le mot-clé statique en Java. Donc il a perdu son sens et puis ensuite il a été réutilisé pour toute autre chose. Alors là je cite dans un manuel de Java, l'historique du terme statique est curieux. Le mot-clé statique a été introduit d'abord en C pour indiquer des variables locales qui ne disparaissaient pas lors de la sortie d'un bloc. Donc ça veut dire qu'on définissait à l'intérieur d'un bloc, mais ensuite on pouvait continuer d'en avoir besoin. Dans ce contexte, le terme statique est logique. La variable reste et elle est toujours là lors d'une nouvelle entrée dans le bloc. Puis, statique a eu une autre signification en C. Il désignait des variables et fonctions globales non accessibles à partir d'autres fichiers. Le mot-clé statique a été simplement réutilisé pour éviter d'en introduire un nouveau. Enfin, C++ a repris le mot-clé avec une troisième interprétation, sans aucun rapport, pour indiquer des variables et fonctions appartenant à une classe, mais pas à un objet particulier de la classe. Et c'est cette même signification qu'a ce terme en Java. Donc le mot-clé statique a circulé, il a changé de sens allègrement au cours de son histoire, et simplement, il était disponible au fur et à mesure, donc on a repris ce mot. Quand l'ancienne signification ne servait plus, on l'utilisait pour une nouvelle signification. Maintenant, je vais montrer le flottement qu'il y a, donc l'inverse d'une bijection, entre les structures syntaxiques et les concepts. Donc je vais montrer qu'on a explicativité, implicite, redondance et un peu d'ambiguïté, même si on n'a pas tant que ça. Explétivité, c'est le fait qu'il y ait des signes inutiles, donc comme celai en italien. Cela. Il y a des commandes vides. Par exemple, en assembleur, nop, qui veut dire ne fait rien. Donc si vous faites nop, 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 ça veut dire ne fait rien. Proof en coq, donc on dit je vais faire le théorème que j'appelle Héling-Conge, qui dira tu prends deux propositions P et Q, et si on a P et Q, alors on a P. Ensuite, on dit ça je vais le prouver, donc proof. Et puis on définit la preuve qui permet de démontrer ça, et à la fin on dit donc c'est démontré.
Eh bien, le mot-clé proof, en fait, on peut le retirer, ça ne change rien. De toute façon, à partir du moment où on a dit je vais démontrer ce théorème-là, par défaut, Coq considère qu'on va faire la démonstration. Donc le mot-clé ne sert strictement à rien. Il sert uniquement pour le lecteur humain qui regarde ce code-là. Autre exemple de signes inutiles, les commentaires, les lignes blanches, l'indentation, les espaces vides dont Maria Jolie a parlé tout à l'heure à propos du travail d'André. Par exemple, ça c'est un extrait du code source d'Unix. On voit qu'il y a beaucoup de choses inutiles, mais inutiles d'un point de vue technique, mais très utiles d'un point de vue de la compréhension du programme. Donc on a des lignes vides, par exemple. On a un commentaire ici qui explique quelle va être la fonction de ce qui sert et puis comment, ce qu'on a le droit de changer ou pas. Encore des lignes vides. On a un alignement ici, vous voyez qu'il y a beaucoup d'espace pour qu'on puisse avoir l'alignement de la série de nombres ici. Et puis ici, on a encore un alignement pour vraiment avoir une structure en colonne du programme, avec le mot-clé qui permet de définir, bon, le numéro de ligne on l'ignore, le nom de ce qu'on a défini, la valeur, et puis un commentaire qui permet de comprendre quel est l'usage de cette chose-là. Donc là, il y a beaucoup de choses qui, d'un point de vue technique, sont inutiles, explicitives. De même précision, l'explicité en fait, est utile. Quand on dit, par exemple, Cella in una ragazza en italien, le fait ça permet d'insister sur la chose. L'explicité a souvent une fonction aussi phonétique, parce que ça permet d'allonger le programme et donc d'éviter les mauvaises compréhensions. Parce que là, ça fait qu'on entend vraiment, si on disait juste l'ail, on n'entendrait pas, mais juste aïe, on n'insisterait pas sur la chose, ou bien le L' pourrait passer inaperçu. Donc le fait de redoubler le message avec des choses explicitives, ça permet d'être sûr que le message soit bien entendu. Donc c'est une introduction de redondance d'une certaine façon. Mais de redondances, évidemment, qui sont inutiles. Enfin, comme souvent les redondances. Deuxième exemple de flottement, c'est le fait qu'il y ait des significations qui ne soient pas exprimées. Donc on ne dit pas toujours tout dans tous les langages de programmation. Par exemple, le typage dynamique en JavaScript. Donc là, c'est un échange avec la machine. D'abord, je dis i vaut 1. Ensuite, je dis donne-moi ce que vaut i plus 2, et elle me répond ça vaut 3. Effectivement, comme i vaut 1, 1 plus 2, ça vaut 3. Ensuite, je lui dis dis-moi ce que vaut i plus le caractère a. Et là, elle me répond 1a. Alors, le plus a changé de signification. Parce que selon les contextes, il interprète ça soit comme une addition, soit comme une concaténation, c'est-à-dire une juxtaposition de signes. Si c'est une juxtaposition de signes, alors le i, le 1, va changer de valeur aussi. Soit on le considère comme un nombre, et si c'est un nombre, on fait des opérations dessus, soit on va l'interpréter comme un symbole, et si c'est un symbole, alors on va faire des concaténations dessus. Donc ça, c'est implicite, et c'est le langage qui, à partir de ce qu'on lui dit, va comprendre ce qu'on veut dire par plus, et donc ce qu'on comprend par i à partir de là. Troisième exemple, les redondances, c'est quand il y a plusieurs formulations pour un même concept. Donc souvent, il y a beaucoup de façons différentes de dire une même chose dans un programme. Donc, je vais montrer ça avec des exemples de boucles en langage Perl. Donc souvent, on peut exprimer go to, while, until, for. J'ai dit tout souvent, en fait, c'est toujours. À chaque fois qu'on peut exprimer une chose avec l'une de ces boucles, on peut l'exprimer aussi avec toutes les autres. Avec goTo, on dirait par exemple, ma variable i vaut 0. Ici, je vais mettre une marque, une petite étiquette qui s'appelle marque, à laquelle je viendrai plus tard. Si i est inférieur à 10, alors tu affiches bonjour, puis tu fais un seul ligne, tu augmentes i d'une unité, et puis tu retournes à cet endroit-là. Et puis pareil, donc là, on aura 10 fois le bonjour. Je peux passer ? La même chose avec while. Au début, on dit i vaut 0. Ensuite, tant que i est inférieur à 10, strictement inférieur, alors tu affiches bonjour et tu augmentes i d'une unité. Donc pareil, on aura 10 fois. Même chose avec until. Je me suis amusé en plus à changer l'ordre en faisant non pas until quelque chose, mais do until. Donc tu vas faire tant jusqu'à ce que i soit égal à 10, tu vas faire ça, afficher bonjour et puis augmenter la variable i.
Et puis encore la même chose, généralement les programmeurs préfèrent cette structure-là, parce qu'elle est extrêmement synthétique, elle se lit très facilement une fois qu'on est habitué. Donc là c'est for, et alors ce qu'on va lui dire, c'est d'abord la condition initiale, donc la variable i vaut 0 au début, ensuite la boucle, la condition de répétition, donc ça c'est tant que i est strictement inférieur à 10, et puis ça c'est le pas qui permet de passer d'une application de la boucle à la suivante. Donc au début on met i à 0, et ensuite tant que i est strictement inférieur à 10, on va faire ce qu'il y a là, et puis ensuite on augmente la valeur de i. Donc ça c'est une structure extrêmement synthétique. Autre exemple de redondance en coq, il y a plusieurs façons de dire qu'on utilise un théorème par exemple. Et puis il y a une synonymie exacte entre tous ces mots-là, d'un point de vue mathématique c'est intéressant, entre theorem, lemma, example, fact et remarque. Et ça effectivement, ce qu'on peut appeler le théorème de Pythagore peut être simplement un lemme si le but est de démontrer l'incommensurabilité de la diagonale, ou ça peut être simplement un exemple si on est en train de parler du théorème d'Al-Kashi qui est plus général. Donc d'un point de vue technique, il n'y a aucune différence entre toutes ces choses-là, c'est uniquement d'un point de vue psychologique. C'est la personne qui lit le code qui a une différence entre un théorème, un lemme, un exemple, un fait et une remarque. Quatrième cas, l'ambiguïté. Alors, pour moi, c'est quand même une exception, cette chose-là. On peut trouver des cas d'ambiguïté, mais ce n'est pas une chose que l'on recherche, alors que tout ce que j'ai dit avant, implicite, etc., ce sont des propriétés positives. Ambiguïté, ça veut dire qu'il y a des signes qui peuvent représenter différentes significations. Et il y a eu des cas comme ça. Dans le langage C, avant sa normalisation, au début, il y avait simplement quelques exemples de programmes en C, et puis le manuel de Brian et Kernighan. Et ceux qui après ont écrit des compilateurs, c'est-à-dire des programmes qui prennent en entrée un texte en C et qui produisent comme sortie un texte en langage machine, avaient seulement ça pour s'appuyer. Mais à partir d'un nombre fini d'exemples, de même que si j'apprends l'italien avec un ensemble fini de phrases, ça ne veut pas dire que je connais les règles qui me permettent en toute généralité de produire uniquement des phrases correctes en italien. Donc c'est ambigu quand on apprend à partir d'un exemple fini, alors que la grammaire est générale. Et il y avait des cas d'ambiguïté qui n'étaient pas levés par les exemples qu'ils avaient sous la main. Quand on a le signe de pointeur suivi de P++, ça veut dire, P++ veut dire P vaut P plus 1. C'est-à-dire qu'on augmente d'un la valeur de cette variable. Quand on a un pointeur P++, est-ce que ça veut dire qu'on doit pointer vers l'adresse suivante, vers l'adresse indiquée par la valeur suivante, ou bien est-ce que ça veut dire qu'on doit passer à... oui, est-ce que ça veut dire qu'on doit augmenter la chose qui se trouve à l'adresse indiquée? Peu importe si vous avez bien compris à cette phrase, l'important, c'est simplement que quand on a une expression comme ça, il n'était pas stipulé comment il fallait mettre les parenthèses. Et ça veut dire deux choses différentes. Presque toujours, ça veut dire des choses différentes. Donc ça, ce n'était pas stipulé dans les normes du langage, puisqu'elles n'existaient pas vraiment. Les auteurs de compilateurs ont fait des choix qui étaient différents. Et donc, il y a eu beaucoup de dialectes du C qui sont partis dans la nature comme ça. C'est pour ça qu'il y a eu après la normalisation à NSI. C'était pour qu'il y ait un seul langage C qui soit le même pour tous les compilateurs. Donc, il y a des cas d'ambiguïté, c'est-à-dire de signes qui peuvent recevoir, selon les cas, différentes significations. Mais ce n'est pas une propriété positive. Alors que toutes les autres que j'ai montrées avant étaient des propriétés qu'on recherchait dans le langage de programmation concret. Ça, généralement, on ne fait pas exprès, ce genre de choses. Et maintenant, on essaye de l'éviter en donnant la grammaire BNF, la grammaire récursive, comme celle que j'ai donnée tout à l'heure. Simplement, cette grammaire-là, on la donne seulement en annexe ou bien dans le manuel de référence et en pratique, personne ne la lit. Les seules personnes qui peuvent avoir un intérêt à lire ça, c'est ceux qui écrivent un compilateur, donc les développeurs. L'apprentissage d'un langage se fait par la pratique, exactement comme on apprend l'italien ou l'allemand. On observe, on écoute, on essaye d'imiter, on fait des erreurs, les gens nous corrigent gentiment. Pour le coup en informatique, non, on n'est pas corrigé gentiment, le programme ne marche pas. Mais bon, on essaie de comprendre pourquoi ça ne marche pas. De même que si je fais une erreur en italien et que je prends une baffe, j'essaie de comprendre où était l'erreur dans ma phrase. En chinois, ça arrive aussi, on peut croire qu'on parle de chevaux, et en fait on parle d'insultes.
Donc, exemple d'apprentissage, quand vous prenez un manuel à apprendre le C, etc., vous commencez typiquement par c'est un exercice comme ceci, celui qui affiche simplement un Hello World. Et ça, c'est un exemple qui a été donné par Brian Kernighan, et maintenant, c'est la base. Quand vous apprenez un langage, c'est un petit clin d'œil qu'on fait à ce manuel historique. Presque tous les manuels d'apprentissage de langage commencent par Hello World. Et s'ils ne le font pas, ils le disent expressément, en disant on ne commencera pas par Hello World. Mais de toute façon, il faut toujours en parler. Ce qui prouve que c'est un classique. Donc, dans les langages de programmation concrets, on trouve toutes ces propriétés qu'on ne voudrait pas dans le langage théorique. Donc maintenant, assez rapidement, je vais montrer en quoi ces propriétés, les rendent disponibles, permettent l'application de méthodes linguistiques. 3 types de méthodes linguistiques. Je parlerai, donc vraiment, j'irai très vite sur ces questions. Parce que, en fait, j'ai déjà donné des exemples dans ce que je vous disais tout à l'heure sur l'histoire des langages, etc. Grammaire historique et comparée. Donc on peut étudier les langages, les transformations des langages et les influences que les langages peuvent avoir les uns sur les autres. Grammaire normative, c'est-à-dire toutes les questions l'analyse des bonnes pratiques stylistiques, ce dont parlait aussi Maria Giulia à propos du travail d'Andrea tout à l'heure. Et puis des questions sociolinguistiques sur les critères de choix d'un langage, avec des questions qui sont comme celle de la diglossie. Quand on a des gens qui localement parlent le latin et une langue vulgaire, mettons l'ancien français, dans quel contexte on utilise le latin, dans quel contexte on utilise le français. Typiquement le latin dans un contexte scientifique, parce que c'est une langue noble, et puis le français pour commander une baguette. Premier exemple de méthode linguistique, c'est la grammaire historique et comparée. Alors ça permet d'étudier les versions successives d'un même langage. Parce qu'effectivement, il est intéressant qu'on parle du même langage C en disant la première version du C, la version du C Annecy, le C de 99, etc. Mais on dit que c'est le même langage. De même qu'on dit que le français est le même langage entre Louise Labbé, Ronsard et nous aujourd'hui. On dit que c'est le même langage alors qu'il y a des nouvelles structures grammaticales, il y en a d'autres qui ont disparu, il y a le lexique qui a énormément changé, etc. Donc il y a beaucoup de changements, mais on continue de dire que c'est le même langage. Alors pourquoi le même langage ? Sûrement parce que il y a d'abord un lien causal entre les différentes versions de ce langage, aussi bien pour le français que pour le C, et puis revendication d'une continuité et d'un remplacement. C'est-à-dire que le C99 prétend dire arrêtez d'utiliser l'ANSI-C, la même chose, l'ANSI-C disait arrêtez d'utiliser le C originel, dorénavant il faudra écrire comme ça. Et c'est ce qui se passe aussi, si on parlait aujourd'hui comme Ronsard, c'est parce qu'on chercherait à faire un effet stylistique particulier. Donc, on présente ça comme le même langage, alors que d'un point de vue technique, chaque fois c'est un langage différent. Dans la mesure où la grammaire a changé, il suffit de changer un seul signe pour que ça devienne un autre langage. Mais on présente ça comme étant le même langage. Donc l'héritier, le représentant actuel d'un autre langage qui existait avant. Autre type d'héritage, c'est quand il y a l'héritage de certaines structures dans d'autres langages, comme par exemple, je vous parlais tout à l'heure de l'héritage du C, dans Perl, le C++, etc. Autre exemple, l'importation de structures grammaticales. C'est-à-dire que parfois, d'un langage à l'autre, on reprend des structures grammaticales et des concepts, de même qu'il y a des processus comme cela. Alors par exemple, je vais peut-être dire des choses fausses, mais si c'est faux, c'est pas grave, l'important c'est de faire comprendre l'idée. Mais c'est que le français, au moins, a subi, je crois, l'influence des langues germaniques, qui sont des langues beaucoup plus analytiques que le latin. En latin, on dit beaucoup de choses avec la morphologie, donc en changeant la déclinaison, la conjugaison, etc. En très peu de mots, on a dit toutes les idées. Alors que dans les langues germaniques, certes, il y a des déclinaisons aussi, mais il y a un usage beaucoup plus massif de prépositions. Et en français, on a pu éliminer toutes les déclinaisons, donc même le peu qui est resté en ancien français, et tout mettre dans des petits mots, les mots grammaticaux, comme les prépositions, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est que, tout en parlant une langue qui était une sorte de latin abattardi quand même, toujours, tout en parlant cette langue-là, on a importé des structures grammaticales qui, elles, venaient des langues germaniques. Un autre exemple, dans le néo-latin, donc le latin érudit très tardif, comme celui du XVIIe siècle par exemple,
il y a des auteurs comme Leibniz et Spinoza qui ont importé le taux grec, c'est-à-dire l'article défini grec. Pourquoi? Parce qu'en latin, il n'y a pas la distinction entre article défini et article indéfini. Quand on dit ens, ENS, ça peut vouloir dire un étant ou bien l'étant, la chose qui est. Et alors, pour faire la distinction, quand vraiment ils avaient besoin de dire l'étant et pas un étant parmi d'autres, alors ils disaient to ens. Donc ils ont importé, c'est pas seulement un mot, c'est pas comme si on importait le mot ordinateur en latin par exemple. C'est pas une augmentation du lexique, c'est une augmentation des possibilités grammaticales de la langue. Parce qu'on ajoute la catégorie article défini. C'est pas simplement un ajout marginal dans le lexique. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Il y avait le langage C, et puis Strostrup a ajouté les classes qui existaient dans celui-là, et a appelé ça le C with places, qui ensuite est devenu le C++, avec d'autres ajouts. Autre exemple de grammaire historique et comparée, c'est d'étudier l'influence réciproque entre deux langages contemporains. Langage contemporain, ça veut dire deux langages qui sont utilisés à la même époque et qui sont actualisés l'un après l'autre. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un langage dont la dernière actualisation précède celle de l'autre langage. Il faut que chaque langage puisse être actualisé en fonction de l'autre. Il s'est passé ça, parce qu'on parle beaucoup, et c'est normal, de l'influence du C sur le C++, c'est normal puisque le C est arrivé bien avant. Mais il y a aussi une influence du C++ sur des versions ultérieures du C. Et ça, c'est la même chose que, mettons, dans les langues latines, disons qu'il y a pu y avoir des influences je suis en train de le chercher. Oui, par exemple, des influences réciproques, mettons, entre le français et l'anglais. Et même parfois sur les mêmes mots, des mots français qui sont partis en Angleterre, comme le mot flirter, qui est devenu to flirt en Angleterre et qui est revenu sous la forme de flirter en français. Il y a barbecue, barbecue, qui est devenu barbecue en Angleterre et est revenu en France. Donc il y a des influences réciproques parfois, y compris parfois sur des mêmes mots. Et il y a ça entre le C et le C++. Donc par exemple, maintenant en C99, on peut faire des commentaires qui sont en fin de ligne et pas forcément imbriqués entre deux signes de commentaires. Et puis il y a des langues qui meurent, comme le B, le BCB, qui de toute façon n'ont pas vécu très longtemps. Et après, il y a des langues qui meurent pour ainsi dire, c'est-à-dire qui sont de moins en moins utilisées. Et il y a des comparatifs sur l'utilisation, des choses qui sont faites en ligne, des statistiques sur l'utilisation des langages. Et on voit qu'il y a des langages qui vraiment perdent de la cote. Par exemple, ça me fait du mal de le dire, mais Perl est un langage qui malheureusement est en train de disparaître au profit de Python depuis déjà longtemps. Et Python, c'est un langage dans lequel on n'a pas le langage, le style C avec les belles accolades qui permettent de structurer le bloc, mais uniquement des indentations. C'est-à-dire que dans ce langage-là, la tabulation, la présentation sous forme tabulaire, fait partie de la syntaxe du langage. Donc les espaces vides ont une signification. Les espaces vides sont des signes du langage. Ce qui pour beaucoup de gens, y compris moi, est une abomination. Deuxième exemple de méthode linguistique, c'est la grammaire normative. Donc là, c'est les ouvrages de bonne pratique en programmation, comme celui que citait justement Julia tout à l'heure. Donc utiliser des fonctions de bibliothèque, laisser la machine faire le sale travail, remplacer les expressions répétitives par des appels à une fonction commune, etc. Donc il y a plein de recommandations qui sont des recommandations stylistiques. Il y a aussi l'utilisation de pédantisme. Quand vous compilez un programme en C, si vraiment vous voulez faire la belle langue C, vous le compilez avec ces options-là. Donc non seulement celle qui dit, c'est pas wall le mur, c'est warning et all. Donc non seulement celle qui dit, donne-moi tous les avertissements. Avertissement, ça veut dire, ça compile quand même, mais je te préviens qu'il y a une source de problème potentiel avec cette ligne-là. Donc là, c'est, tu me donnes tous les avertissements, donc pas seulement les erreurs, c'est normal que le compilateur donne les erreurs, signale les erreurs, mais même tous les petits avertissements, tu me dis tout. Et en plus, pédantique. Pédantique, ça veut dire, donc c'est vraiment une option du compilateur qui dit je veux avoir un style pédant et donc je veux que tu me dises absolument tout. Il y a l'équivalent en Perl qui est use strict. Verbose most, no? Sometimes. Pardon? We have verbose typically.
Verbose meaning that you have all the warnings Oui. from the compiler. Oui. Pedantic is more. Oui. Dernier exemple de méthode linguistique, c'est ce qui a trait à la sociolinguistique. Donc la question, comment est-ce qu'on choisit un langage? Il y a des raisons techniques pour ça. Savoir ce qu'on va faire, est-ce qu'on va faire de la programmation logique, du langage de requête dans une base de données comme SQL, programmation web, etc. Donc il y a des raisons techniques. Mais les raisons techniques sont beaucoup moins nombreuses que les langages eux-mêmes. Donc il y a d'autres raisons. Il y a une autre raison, qu'on voyait tout à l'heure dans le tableau d'Andrea, le degré d'abstraction du langage. Est-ce qu'on veut quelque chose qui soit proche de la machine, comme c'est le cas en C, où on peut avoir besoin, où on veut même, manipuler directement la mémoire, ou bien est-ce qu'on veut au contraire avoir des choses qui soient plus abstraites et on laisse la machine faire le sale travail, la gestion de la mémoire, etc. En Java, par exemple, on ne peut pas gérer la mémoire. On ne peut pas dire range ça à tel endroit, libère telle place dans la mémoire. C'est le compilateur qui fait tout. Il y a d'autres raisons, qui sont des raisons plus humaines. D'abord, il y a des traditions disciplinaires. Longtemps, alors apparemment ça commence à ne plus être trop le cas, mais les physiciens ils ont utilisé Fortran, jusque dans les années 2000 au moins. Ils utilisaient Fortran, qui est un langage qui date de 57, qui a été actualisé, etc. Au fil des années, dans les années 70 encore, et puis même après. Donc il a été actualisé, mais c'est quand même un langage qui est très vieux et qui ne possède pas certaines fonctionnalités de langage plus récents et plus puissants. Mais les physiciens avaient écrit toute leur bibliothèque en Fortran, et donc ils n'avaient pas tout réécrire, donc ils continuaient d'utiliser ça par tradition disciplinaire. Même chose, ADA pour l'aéronautique. Aussi pour la physique, disons, si le directeur de thèse ne parle que Fortran, on va reprendre Fortran aussi. Il y a d'autres critères qui sont aussi de la discrimination sociale, de l'élitisme, comme ce dont je parlais tout à l'heure pour les mécanismes de diglossie. Souvent, quand il y a diglossie, il y a une langue classe et une langue basse. La langue qui est élégante, comme le latin, etc., ou bien en Russie, ça pourrait être le français, par exemple. Et puis, il y a la langue du bas peuple. Et il y a un peu ça parfois. Généralement, les gens qui font du C++ ne s'enfoncent pas. Sauf si vraiment, il y a des... parce que le C est un langage qui est réputé beaucoup plus noble. Mais il peut aussi éventuellement parfois y avoir des revendications de la basse classe, des revendications révolutionnaires, comme les Noirs américains qui s'appellent nigger entre eux. Donc ils prennent le terme qui normalement est un terme de discrimination, mais ils l'utilisent comme moyen de revendication. Et donc il peut y avoir ça, des gens qui par exemple revendiquent l'utilisation du C++, de même que Ronsard a dit moi je vais utiliser cette langue du peuple et je vais l'utiliser pour faire de la littérature avec. La littérature qui sera aussi noble que celle de Virgile, etc. Ce qui s'est passé aussi en japonais. Pendant que les hommes essayaient de faire de la mauvaise poésie chinoise, en reprenant les caractères chinois et puis la syntaxe chinoise, les femmes pendant ce temps-là utilisaient les caractères phonétiques japonais, et finalement c'est elles qui ont fait la vraie littérature classique japonaise. Pendant ce temps-là, ce que les hommes japonais écrivaient en chinois n'est pas resté dans l'histoire, à part comme curiosité historique. Et dernière raison, mais disons que c'est une énumération, non, je n'ai pas de preuve de clôture de cette liste. Il y a sûrement d'autres raisons possibles. Il y a aussi des préférences esthétiques individuelles. Je parlais tout à l'heure de l'utilisation d'accolades, d'indentation, pour montrer qu'une chose appartient à un bloc. Voilà, conclusion. Les propriétés essentielles du langage de programmation concret ne sont pas réductibles au langage théorique. En effet, il y a des propriétés dont on ne veut surtout pas dans les langages théoriques et qu'on trouve toutes ou presque toutes dans les langages concrets. Typiquement, dans un langage théorique, on cherche à appauvrir le langage, dans un langage concret, on cherche à l'enrichir. Et ces propriétés-là peuvent être appréhendées par les concepts linguistiques qui sont au moins ceux de la grammaire historique et comparée, grammaire normative et sociolinguistique, et sûrement d'autres méthodes. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Baptiste Mélès, pour cet exposé qui prenait peut-être parfois lui-même les allures d'un langage de programmation. Non, moi j'ai vraiment j'ai trouvé ça passionnant, j'ai plein de questions, de remarques, mais je voudrais peut-être d'abord laisser la possibilité aux autres.
Juste une chose, peut-être sur ta conclusion, quand tu dis appauvrissement par rapport à quoi alors? C'est minimiser les redondances